Bonjour à tous, c'est un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de l'Académie internationale d'hématologie clinique, l'IACH, dédiée aux infirmiers, infirmières et aux soignants au sens large en hématologie. Cette activité est une activité en langue française, comme vous le devinez, qui est destinée donc à tous les soignants francophones et collègues et amis de l'IACH. Je m'appelle Mohamed Moti, je suis professeur en hématologie à l'hôpital Saint-Antoine et Université Sorbonne à Paris. Et je suis joint aujourd'hui par un panel très prestigieux de soignants, pharmaciens, experts et très compétents dans le domaine de l'immunothérapie, puisque notre sujet aujourd'hui est dédié à l'immunothérapie dans le myélome multiple, qui est quand même une évolution remarquable, un immense progrès dans cette maladie, beaucoup d'espoir pour les malades. Et pour parler de ces grandes avancées et surtout insister sur les aspects pratico-pratiques qui touchent le soin au quotidien et la prise en charge des malades, et cela concerne en réalité l'ensemble des soignants avec nous aujourd'hui. Mes invités sont Monsieur Bounoir Ahmed, qui est cadre infirmier dans le service d'hématologie clinique à l'hôpital Saint-Antoine, le docteur Agnès Bonin, qui est pharmacienne clinicienne, également à l'hôpital Saint-Antoine, et puis trois infirmières chevronnées, suivant beaucoup les malades myélome, à savoir Madame Sabine Pons, Madame Gina Martins et Madame Stéphanie De Villiers. Alors, je vais commencer ce webinaire par une question peut-être très générale concernant les grandes avancées en hématologie, et je vais peut-être m'adresser, même si c'est peut-être pas très élégant, d'habitude on s'adresse d'abord aux dames, mais enfin bon, à Monsieur Ahmed Bounoir. Donc vous êtes depuis plusieurs années en hématologie, vous avez suivi peut-être un peu les évolutions de la discipline, vous avez vu les grands progrès, pouvez-nous juste en dire un mot sur ces grands progrès? D'abord, bonsoir à tous et merci pour l'invitation. C'est un plaisir et un honneur d'être parmi vous ce soir et de participer à cette émission de l'IACH dédiée aux infirmières et aux soignants en général. Effectivement, et historiquement en hématologie, on avait affaire à des chimiothérapies classiques, conventionnelles. Ces fameuses chimiothérapies où le malade perdait ses cheveux, où le malade souffrait de ses cheveux, où le malade souffrait de nausées, pardon, de vomissements, de diarrhée. Certes, ces chimiothérapies sont encore beaucoup utilisées, mais il est vrai que depuis une dizaine d'années, on assiste à des progrès extraordinaires, notamment l'arrivée des anticorps monoclonaux, des médicaments capables de cibler un antigène à la surface de la cellule cancéreuse et puis donc de la tuer. On a vu également arriver des nouvelles thérapies cellulaires. Jusque-là, on avait en thérapie cellulaire que l'allogreffe de cellules souches et l'autogreffe de cellules souches ou de moelle osseuse. Et là, on a les carticelles qui paraissent être révolutionnaires. Et bien sûr, vous savez que tout le monde en parle. Et plus récemment, on avait arrivé très rapidement, et cela de manière assez subite, et c'est une bonne nouvelle pour les malades, les anticorps qu'on appelle les bispécifiques. Et ces anticorps sont encore plus puissants que les anticorps monoclonaux, puisqu'ils vont cibler deux objectifs dans le corps du malade. Et ils vont permettre à des malades qu'on en a vu dans des situations quasiment terminales, palliatives, de revivre. Effectivement, c'est très clair et puis on ressent d'emblée l'espoir que tout cela suscite. D'ailleurs, vous avez mentionné la problématique des anticorps bispécifiques, des carticelles qui permettent à des malades en soins palliatifs, hein, en dernier recours, de revivre. Et ça, c'est en fait l'immunothérapie, hein, ce qu'on appelle au sens large l'immunothérapie, où on mobilise les ressources du système immunitaire pour aller, on s'appuie donc, on essaye d'utiliser le système immunitaire, les lymphocytes T, pour aller éradiquer les cellules tumorales. Et aujourd'hui, on a des lymphocytes CAR dans les leucémies lymphoblastiques, dans les lymphomes, dans le myélome. On a aussi des anticorps bispécifiques dans ces trois pathologies. Alors, je voudrais m'adresser à la pharmacienne, donc Madame Bonin. Est-ce que vous pouvez rappeler à notre auditoire les principes généraux et les mécanismes d'action de ces immunothérapies?
Oui, tout à fait. Bonjour à tous déjà et merci professeur Motti pour l'invitation et pour cette très belle initiative de webinaire régional. Je trouve que c'est une merveilleuse idée. Donc je suis ravie de participer à ça avec nos collègues infirmiers et infirmières là notamment. Je vais faire déjà juste un tout petit point de sémantique, si vous permettez, sur le terme d'immunothérapie, effectivement, puisqu'on entend ce terme-là un petit peu dans beaucoup de contextes, on est un peu perdu avec ça. Donc l'immunothérapie, ça veut juste dire d'utiliser le système immunitaire pour combattre une maladie, effectivement. Donc dans ce contexte-là, les vaccins sont une forme d'immunothérapie. Nous, dans notre situation, quand on parle d'immunothérapie, en fait, on va parler d'immunothérapie anticancéreuse. On veut utiliser le système immunitaire pour aller combattre un cancer et utiliser le système immunitaire pour aller détruire les cellules cancéreuses. Et donc, nous, dans le contexte de l'hématologie, bien sûr, d'aller détruire les cellules qui sont responsables de l'hémopathie maligne. Donc, ces immunothérapies sont des biothérapies. Généralement, ce sont des anticorps qui sont utilisés. Donc, la toute première immunothérapie qui a été utilisée, qui était le rituximab, que tout le monde connaît, bien sûr, qui a révolutionné la prise en charge des lymphomes et puis ensuite d'autres maladies. Donc, ça, les anticorps, ce sont donc des anticorps monoclonaux qui ont plusieurs mécanismes pour stimuler le système immunitaire et pour arriver à détruire la cellule d'intérêt. À la suite de ce premier développement, donc on en a vu arriver d'autres, et notamment donc, le daratumumab dans le myélome, qui va cibler les cellules qui expriment le CD38, qui est un marqueur qui est surexprimé sur les plasmocytes malins qu'on retrouve dans le myélome, et donc ça va permettre d'aller cibler et détruire ces cellules. Après ces premières immunothérapies, on s'est dit que ce serait peut-être bien d'essayer d'améliorer un petit peu le processus. Donc l'idée était de pouvoir aller directement recruter les lymphocytes T, qui sont des cellules tueuses, en fait, qui sont des cellules qui vont aller attaquer directement les cellules anormales dont on cherche à se débarrasser. Et pour ça, on a créé donc les anticorps bispécifiques. Donc c'est des anticorps qui sont capables de s'attacher à deux cibles, contrairement aux anticorps monoclonaux qui n'en ont qu'une seule. Et donc, d'un côté, ils vont aller attraper la cellule qu'on cherche à détruire, et de l'autre côté, ils vont aller attraper le lymphocyte T par le marqueur CD3 et le rapprocher de la cellule qu'on veut détruire. Et donc, du coup, on va mettre directement ces cellules en contact et on va être beaucoup plus efficace. Donc, le tout premier qui a été utilisé, c'était le blinatumomab dans la leucémie aiguë lymphoblastique, qui est resté seul pendant un certain temps. Et puis là, on a vu de nombreux développements, alors que ce soit dans le lymphome et là, particulièrement dans le myélome, où on a 3 anticorps bispécifiques qui sont en développement. Donc, ils vont aller cibler, pour 2 d'entre eux, le BCMA, qui est un marqueur qui est exprimé à la surface des plasmocytes, donc on va pouvoir détruire nos plasmocytes. Et donc ça, c'est pour le mécanisme pour l'elranatamab et le teclistamab. Et le petit dernier, pour lequel on a encore très peu d'expérience, mais qu'on espère voir arriver bientôt, qui est le talquetamab, qui est un mécanisme très particulier, qui cible, lui, le GPRC5D, qui est normalement exprimé dans la peau et dans les poils, et qui se trouve être exprimé juste sur les plasmocytes malins. Donc du coup, il va avoir un mécanisme un petit peu différent des autres. Donc voilà le Fantastique. Donc, principe. on identifie à la fois un antigène tumoral, une cible tumorale, et puis de l'autre côté, on essaie d'accrocher le lymphocyte T, on les amène ensemble et pouf, l'action Et l'action se cytotoxique fait. se fait. Alors, il y a aussi les carticelles, hein, faut pas oublier. Un petit mot, même Alors, si le développement ultime, on s'est dit, c'est très bien de mettre en contact ce lymphocyte T avec cette cellule, mais si on était capable de directement prendre les lymphocytes T de nos malades et de les modifier pour que d'eux-mêmes, ils aillent attaquer les cellules qu'on cherche à détruire. Donc, en fait, donc ça, c'est effectivement l'arrivée des carticelles, donc qui est la dernière étape. Alors, Monsieur Ahmed a parlé de thérapie cellulaire tout à l'heure. Ce sont des cellules génétiquement modifiées. On a prélevé les cellules de notre patient par une aférèse, comme on peut faire pour les greffes de cellules souches, et on va les modifier génétiquement pour leur dire de reconnaître le marqueur qu'on veut. Donc en fait, ce ne sont pas considérés officiellement comme des thérapies cellulaires, mais des thérapies géniques. Donc si vous avez des petites divergences sur les classifications, c'est par ça que ça s'explique.
Et donc là, Bon, effectivement, c'est le lymphocyte qui va directement aller attaquer. Donc là, on a une efficacité fantastique. Et la différence, c'est que les bispécifiques sont consommés au fur et à mesure. Il va falloir les réinjecter pour garder l'efficacité. Les CAR-T-cells, une fois administrés, vont se multiplier et s'expandre directement dans le corps et persister pendant plusieurs mois. Et donc, avec une seule administration, on va avoir une très grande efficacité qui va perdurer pendant beaucoup plus de temps. merci beaucoup, docteur Bonin. Explication très claire, parce que vous avez quand même ce don de vraiment rendre accessible des choses sophistiquées. D'ailleurs, choses sophistiquées, elles sont quand même complexes et difficiles à comprendre pour nos malades. Et là, j'aimerais bien me tourner vers les infirmières qui font beaucoup d'annonces, à savoir Madame de Villiers et Madame Martins, pour faites des annonces aussi bien pour les nouveaux traitements que dans le cadre des protocoles de recherche clinique. Euh, Quelle est votre approche pour annoncer ces traitements, pour les expliquer? Quelles réactions ont les malades? Quels espoirs cela suscite? Alors, je ne sais pas, Madame Martin, si vous voulez commencer. Oui, bonjour à vous tous. Merci beaucoup, Monsieur Motti, pour cette invitation. Je suis très contente que vous donniez la parole aux soignants et aux infirmières. Je suis contente de partager, d'échanger avec vous sur nos pratiques, nos expériences et nos vécus. Alors, quand on parle aux malades, déjà, c'est vrai qu'en tant qu'infirmière coordinatrice du parcours de soins, j'interviens après l'annonce médicale du diagnostic, au long du parcours du patient, mais aussi lors de sa rechute. Et c'est vrai que donner des explications qui soient simples et claires pour le patient, c'est pas toujours facile. Alors, moi, je pars toujours du principe qu'il faut toujours écouter le patient et savoir ce qu'il a déjà compris pour pouvoir réajuster et ensuite donner des explications plus simples. Euh, je pense que le plus important, c'est de parler avec des mots simples. C'est se mettre au niveau du patient et savoir qu'est-ce qu'il a compris. Et donc, avec des mots simples, aussi avec des supports imagés. Donc, on essaye de faire comprendre ce que c'est qu'une immunothérapie. Donc, pour faire simple, on leur explique et puis c'est vrai qu'on leur dit souvent, bah, c'est de redonner la main au système immunitaire du patient pour justement combattre la maladie. Et ce qui est important, c'est aussi de l'accompagner dans ce parcours parce que ils peuvent être aussi amenés à nous dire plus tard, ah bon, c'est quoi l'immunothérapie? Donc voilà, donc c'est vraiment un parcours qui est long et on s'adapte vraiment à chaque patient. Donc, ils sont vraiment accompagnés dans ce parcours. Les craintes, il y en a forcément. Les craintes, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent souvent. C'est comment va se passer le traitement, quels effets secondaires ça va avoir, combien de temps va durer mon traitement, parce qu'ils ont besoin de se projeter, ces patients. Et puis aussi sur l'impact de leur qualité de vie. Est-ce que je vais continuer à vivre comme avant? Donc, on les rassure, on les écoute. Et vraiment, vraiment, on est le lien entre l'équipe et on les accompagne au long de ce parcours. Voilà. Quant aux effets secondaires, donc on leur dit souvent, bah, écoutez, c'est pas non plus les mêmes effets que la chimiothérapie. Donc là, c'est vrai qu'on a connu il y a 30 ans les effets de la chimio avec la perte de cheveux, chose qui n'ont plus actuellement. Et c'est vrai que ça leur permet d'avoir une meilleure qualité de vie. Après, c'est vrai qu'ils se sont déjà bien renseignés aussi, quand, pas tous, certains, mais ils vont aussi sur Internet. On leur dit attention, sur Internet, il y a des sources qui sont peut-être moins fiables. Donc, on leur donne les bonnes ressources quand on leur remet leur programme personnalisé de soins. Je leur parle toujours de l'association F3M, qui pour moi est une belle association et c'est vrai qu'ils y vont. C'est l'Association des malades myélome, juste Malades, pour tout préciser. à fait, voilà. Voilà, donc ils Non, sont. mais c'est très positif tout ce que vous dites et c'est remarquable. Madame de Villiers, est-ce que c'est le même son de cloche de votre côté? Oui, complètement. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation également. Euh, Quand on voit les patients pour la première fois, c'est vrai que, comme l'a bien dit Gina, on reprend toujours les informations qu'ils ont comprises. Le myélome, c'est très complexe, les traitements le sont également. Le patient arrive souvent avec une appréhension pour ses premiers traitements. Il sait que ça va être une prise en charge longue. Donc, il y a beaucoup d'anxiété, de vulnérabilité. Notre rôle, nous, c'est de l'accompagner, effectivement, d'être un lien entre lui et l'hôpital et vraiment l'assurer de notre présence
aux différentes étapes du traitement, parce que ça peut des fois ne pas être immédiat, les questions, tellement la complexité de la prise en charge est réelle quand même. Alors, pour revenir plus précisément à l'immunothérapie, c'est vrai que le patient, quand il arrive et qu'on lui dit, il le sait déjà qu'il va avoir de l'immunothérapie, il y a beaucoup d'espoir parce qu'on en a beaucoup entendu parler dans les médias. Généralement, quand il en parle à sa famille, tout le monde a son petit mot à dire sur ces nouvelles thérapies. Donc, voilà, il arrive de manière très positive, ce qui est très très bien. Et nous, on est là quand même aussi pour expliquer les éventuels effets indésirables qu'il peut rencontrer. Alors du coup, on énumère un petit peu, hein. Il y a ce fameux CRS, hein, syndrome de relargage cytokinique. Alors, comme disait le docteur Bonin, alors nous, on va le dire avec nos propres mots, on va vulgariser dans le bon sens du terme, mais simplifier au maximum. Donc, du coup, on reprend avec lui que il est dû à son système immunitaire, son propre système immunitaire qui va réagir au traitement, en fait, parce qu'il va produire beaucoup plus d'une protéine qui s'appelle la cytokine, et donc, du coup, qui va provoquer un syndrome inflammatoire qui peut être modéré, mais qui peut être un petit peu plus important certaines fois. Donc, il peut être amené à avoir de la température, une hyperthermie, une baisse de la tension. Voilà, on énumère un petit peu. On peut avoir aussi quelques troubles neurologiques. On lui explique qu'il sera surveillé à ce niveau-là. Et puis, il y a le fameux risque infectieux. Alors, en hématologie, il est présent pour toutes les pathologies, mais c'est vrai qu'avec le myélome, de par la maladie et en plus avec les traitements, il peut être encore plus important avec les hypogammaglobulinémies. Donc, ils sont surveillés par des bilans sanguins, mais on est très on essaye vraiment de les sensibiliser à ce risque infectieux quand ils sont à la maison. S'il y a apparition d'un fébricule, de la fièvre, vraiment de se remettre en contact avec nous parce que ce n'est pas quelque chose à, à laisser de côté et attendre le prochain passage en hématologie. Voilà. Donc, on leur rappelle ces effets indésirables, mais on leur dit aussi qu'on les connaît, on sait les gérer et que voilà, ils seront accompagnés. Voilà. C'est vrai que c'est des toxicités qui sont un peu nouvelles par rapport aux anciens traitements, mais c'est prendre en charge. Merci beaucoup et vraiment, encore une fois, je suis très admiratif de votre capacité à vraiment simplifier et à utiliser des mots faciles à comprendre pour nos malades. Et un autre élément quand même intéressant avec ces traitements, euh, je crois, et c'est quand même capital pour la qualité de vie des malades, c'est que tout cela peut être fait en fait en ambulatoire, s'agissant des anticorps sur monoclonaux ou bispécifiques. Et là, je me tourne vers Madame Ponce, vers vous. Alors vous coordonnez un peu les activités au niveau de l'hôpital de jour. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le parcours des malades, de ces malades, quand ils reçoivent des bispécifiques, par exemple, au niveau de l'hôpital de jour? Comment vous organisez ça? Quels sont, je dirais, les obstacles qu'il faut éviter? Bonjour à tous, merci de votre invitation, merci. Ça me fait plaisir de participer. Le patient, quand il arrive chez nous, il est un petit peu déboussolé, car en gros, chaque patient a son histoire, et je pense qu'on est là pour les accompagner, comme mes collègues du parcours de soins, à les amener, à les accompagner au mieux dans le processus. Et c'est vrai que je tiens toujours à dire que la première visite, c'est toujours le premier sourire, on va dire, ouvre une porte avec eux et crée du lien au départ. Donc c'est vrai que quand ils arrivent, ils sont un peu déboussolés, ils connaissent pas l'hôpital pour la plupart. Des fois, ils ont des douleurs puisqu'on parle de myélome, donc avec quand même des atteintes des fois osseuses et des douleurs liées au myélome. Et, euh, et, puis après, on leur explique un petit peu au fur et à mesure comment va se dérouler, comment va se dérouler Je suis désolée. Alors, concernant justement le déroulé, par exemple, et je crois que Madame Bonin l'a souligné, quand on parle par exemple d'aratumumab, de teclistamab, d'elranatamab, par exemple, c'est des traitements en sous-cutané.
Oui. Et je ne sais pas qui souhaite commenter là-dessus. Et ça, c'est quand même intéressant parce qu'on n'a pas là, on n'est pas là à subir des heures de perfusion, etc. Vous pouvez en dire un mot? Oui, je peux en dire un mot. C'est vrai qu'ils arrivent pour des sous-cutanés, donc ils pensent que ça va aller très très vite, ce qui n'est pas totalement le cas une fois, parce que ça prend du temps, mine de rien, puisque dans un premier temps, il faut quand même faire le point avec lui et puis commander le médicament. Alors il est vrai que pendant que le médicament est préparé à la pharmacie, on administre une prémédication pour éviter les éventuels effets indésirables qui mentionnés précédemment par Stéphanie. Euh, et c'est vrai que ce temps permet aussi un temps d'échange. Alors, le sous-cutané est peut-être le côté. Enfin, chaque nouvelle modalité amène à la fois du bon et du complexe dans l'administration. Enfin, tout n'est pas tout beau, tout rose, mais, évidemment. Car le sous-cutané, chaque patient a une morphologie différente. On va dire que pour ceux qui sont rachitiques, ça va être un petit peu plus problématique que ceux qui ont un peu plus de forme, on va dire. Euh, Non, mais je comprends et je crois que vous soulignez parce que parfois il y a une sorte d'engouement général. Alors on dit sous-cutané, c'est extraordinaire, mais en fait vous donnez déjà un bon exemple. Un malade très maigre, là c'est un peu plus compliqué et c'est peut-être un peu plus délicat. Mais je présume que peut-être sous-cutané, ça reste quand même plus agréable qu'en intraveineux. D'ailleurs, vous mentionnez un élément important et je crois qu'on n'insiste pas beaucoup dessus et j'aimerais bien savoir, vous, Agnès, ce que vous en pensez et qu'on nous explique l'histoire, la problématique de la prémédication parce que effectivement, on peut toujours imaginer que la sous-cutanée va prendre 5 minutes ou 6 minutes, mais en fait, il y a quand même tout un travail de préparation avant. D'ailleurs, il y a la prémédication et puis il y a après des petites problématiques de dosage. Par exemple, il y a des doses fixes, des doses ajustées. Vous pouvez nous dire un mot, Agnès? Oui, tout à fait. Alors déjà, pour rebondir sur ce que disait Madame Ponce, un des grands avantages que je trouve quand même à la forme sous-cutanée, c'est que l'absorption est plus lente, ce qui permet en théorie une réduction des effets secondaires. Ils en font moins et moins sévères. On l'a vu déjà lors du passage du daratumumab intraveineux quand on a eu la forme sous-cutanée qui est arrivée. Ça améliore la tolérance. Donc déjà, on a cet aspect-là. Comme le disait donc tout à l'heure Madame de Villiers, les réactions, effectivement, c'est principalement dû à ce relargage de cytokines, cet emballement du système immunitaire quand on injecte le produit et qu'il commence à se lier avec les cellules. Ça ressemble en fait à une réaction allergique. C'est très difficile d'ailleurs de faire la différence et donc ça peut faire tous les effets qu'elle a cités. Donc pour cette raison, on a absolument besoin, en tout cas pour les premières administrations, d'une prémédication. Et donc on met systématiquement un petit peu de corticoïdes, des antihistaminiques et un antipyrétique, le paracétamol, avant tous ces traitements. Ça, c'est valable pour la quasi-totalité de toute façon des biothérapies, également pour les bispécifiques. Le petit détail pour les carticelles, on évite de mettre des corticoïdes avant l'administration des carticelles pour ne pas abîmer, ne pas tuer les lymphocytes T. Et j'imagine Et que grâce à cette prémédication, là je me retourne vers les collègues infirmières, on n'a pas de réaction violente ou en tout cas d'effets indésirables graves, rassurez-moi. Ça marche bien. Bon, voilà, elle hoche les têtes, donc ça veut tout dire. Super. Je voudrais revenir à Monsieur Ahmed parce que là, on a entendu parler bah, des mécanismes d'action, des modalités, le circuit en hôpital de jour, l'annonce. Mais vous, dans votre travail d'encadrement aussi, vous supervisez un peu. Il faut quand même que la chaîne d'approvisionnement, appelons ça comme ça, entre la pharmacie, l'arrivée en hôpital de jour, l'administration. Il faut que tout ça soit rythmé comme sur du papier musique, je dirais. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire des subtilités, en tout cas des difficultés ou des facilités que peuvent soulever ces traitements dans leur parcours, je dirais, pour qu'ils arrivent vers le malade?
En tout cas, M. Moti, comme vous le soulignez très bien, les médicaments à dosage unique sont beaucoup plus faciles à manier et je pense que les pharmaciens, dont le docteur Bonin, en sont ravis. En plus, pour le personnel infirmier qui va les gérer, il n'y a plus besoin en théorie de vérifier véritablement la dose puisque c'est une dose universelle, mais je ne sais pas si Mme Bonin et les infirmières sont d'accord. Alors là, juste préciser pour notre auditoire, donc par exemple, effectivement, on fait allusion dans le cadre du daratumumab, de l'elranatamab, c'est une dose fixe et du coup, on ne se préoccupe pas forcément de la préparation en fonction du poids, ce qui, de mon point de vue, est une facilité, mais on va voir ce que dit Agnès. Alors qu'à l'inverse, teclistamab ou talquetamab, c'est à adapter en fonction du poids. Alors, évidemment, j'imagine qu'il y a des avantages et inconvénients. Agnès, qu'est-ce que... Oui, effectivement, je crois que ce soit les infirmières ou que ce soit la pharmacie pour la préparation, on aime tous quand même beaucoup les doses fixes. Il y a toujours cette espèce d'inconnu sur les anticorps comme ça. Est-ce qu'on doit adapter? A priori, l'adaptation au poids ou à la surface corporelle n'est pas très pertinente. Donc, c'est un petit peu voilà, des vieux dogmes comme ça qui se maintiennent. Et donc, on en a certains, donc doses fixes et d'autres ajustées, là notamment au poids dans le myélome. Donc, c'est vrai que c'est plus compliqué. On a une petite subtilité de toute façon, même avec les doses fixes, avec ces bispécifiques. C'est que, comme on parlait avant des effets secondaires, pour limiter les effets secondaires, on a une phase d'escalade de dose en début de traitement. On va commencer par des toutes petites doses du traitement. Ça peut être 1/5 de la dose totale, mais jusqu'à 1/300 pour certains bispécifiques. C'est vraiment des doses minuscules. Et on va faire quelques petites doses tests en augmentant pour essayer de créer une tolérance chez le patient et d'éviter après qu'il y ait des gros effets secondaires. Et le problème de ces toutes petites doses, c'est que là, on a des médicaments avec des concentrations différentes. Déjà, on peut avoir des flacons avec des concentrations différentes. Il y a un gros risque de confusion. Ça fait des tout petits volumes qui peuvent être très complexes et très précis à prélever. Donc, c'est effectivement pas simple, même sur les doses fixes, pour ce genre de modalité. Et c'est pour ça que même si ce n'est pas des produits dangereux, ce n'est pas de la chimiothérapie, ça pourrait être préparé par n'importe qui. Je pense qu'il est quand même préférable que la préparation reste centralisée, que ce soit des pharmaciens au calme qui puissent préparer ces produits, plutôt que Sabine me contredira pas. Je pense que les infirmières qui courent partout en HDJ, ça reste quand même très subtil, très précis et un petit peu à risque sur ces manipulations. Alors justement, qu'est-ce qu'on pense, Sabine? Comme l'a bien signalé Agnès Bonin, c'est vrai que c'est très, très pratique les doses uniques. Ça a moins d'erreurs euh, moins d'erreurs d'injection, quoi. Enfin, c'est beaucoup plus stable. Et c'est vrai que les petites doses, faut avoir de bons yeux, quoi. On va dire ça comme ça. Alors, Gina, par exemple, vous revoyez régulièrement les malades, par exemple dans le cadre des protocoles de recherche clinique, ils viennent vous faire leur doléance. Qu'est-ce que vous avez comme retour? Bien, le retour que j'ai, c'est déjà des patients que j'ai déjà vus il y a très longtemps, qui ont pu bénéficier de ces immunothérapies et qui pensaient pas en bénéficier et qui sont ravis et vraiment étonnés de l'évolution. Moi, on m'aurait dit il y a 30 ans qu'on en arriverait là aujourd'hui, je n'y aurais pas cru. Et c'est vrai que là, c'est de voir cette révolution, cet essor thérapeutique, c'est vraiment impressionnant. Puis j'ai l'impression que ça va crescendo. Et c'est vrai qu'il y a d'autres patients qui sont bien contents d'en bénéficier déjà, puisqu'il y a déjà tout cet essor sur le marché. Et moi, je suis toujours en admiration de l'évolution des traitements, du moins pour le myélome. Là. Depuis un certain temps, c'est révolutionnaire. C'est même impressionnant, je trouve. Bravo, Stéphanie. C'est exactement ça, hein. C'est impressionnant l'évolution positive des thérapeutiques. Alors même si elles sont lourdes, elles sont très prometteuses. Pour le patient, il y a quand même une amélioration de sa qualité de vie. Ça, c'est indéniable aussi. Après, on peut toujours espérer du mieux, toujours et encore, et se dire que le patient puisse suivre sa thérapie en parallèle de mener sa vie professionnelle, sa vie familiale, amicale, vraiment mener les deux de front sans qu'il y ait trop de répercussions de son traitement sur sa vie personnelle. Ça, c'est les prochaines étapes, hein, mais on est bien parti. Alors, en effet, c'est une révolution en marche, je dirais, parce que là, beaucoup de ces nouveaux traitements sont utilisés en phase très, très avancée. Mais en fait, on est en train de remonter les lignes et on va pouvoir les proposer de plus en plus à des stades précoces.
Et donc forcément, et c'est ce que disait M. Ahmed en introduction, les chimiothérapies conventionnelles vont prochainement, en tout cas on ose espérer, elles vont prendre une retraite bien méritée, hein, après 40 ou 50 ans de bons et loyaux services, si j'ose dire. Alors, malgré tout, et c'est toujours important de dire le plus, mais aussi de parler des difficultés, ou en tout cas des effets secondaires. Et tout à l'heure, je crois, on a mentionné la problématique infectieuse. Et là, je voudrais revenir à Agnès Bonin. Euh, il y a quand même un état d'immunosuppression qui s'installe, de déficit immunitaire après les anticorps bispécifiques dans le myélome, par exemple anti-BCMA, mais aussi les autres. Juste un petit rappel, parce que c'est important parce que ça a un impact aussi sur la prise en charge, parce qu'il y a de plus en plus de malades, par exemple, qui viennent en hôpital de jour pour recevoir des immunoglobulines polyvalentes. Alors, juste expliquez-nous ça. Oui, effectivement, si on n'avait pas ces effets-là, ça pourrait sembler miraculeux, ces traitements. Alors, c'est vrai que là, on est sur une population atteinte de myélome multiple, ce qui est déjà une des populations les plus immunodéprimées, même sans traitement. Donc, c'est une population extrêmement fragile. Et c'est vrai que là, vu qu'on va détruire les lymphocytes B, les plasmocytes, on détruit une partie de l'immunité. Donc, ils sont extrêmement fragiles et extrêmement sensibles aux infections. Donc, on a parlé de la prémédication pour éviter les réactions tout à l'heure, mais il faut aussi beaucoup parler des prophylaxies. Ça, c'est très important. Tous les patients vont devoir recevoir des prophylaxies antivirales, antipneumocystoses, antibactériennes pour éviter de faire ces infections. Et généralement, vu qu'il va y avoir effectivement une hypogammaglobulinémie très profonde, on va les supplémenter en immunoglobuline polyvalente pour essayer de mitiger un petit peu cet effet indésirable. Et après, je pense qu'il y aura peut-être des évolutions qui seront faites aussi sur la durée de traitement, le rythme d'administration, puisque là, on est sur des schémas encore très intensifs. On a très peu de recul sur ces traitements qui pourront permettre peut-être de limiter un petit peu ces effets à l'avenir. Alors, en effet, la problématique, donc il y a la problématique infectieuse. Alors, il y a toutes les prophylaxies, les supplémentations en immunoglobulines. Mais il est possible aussi, si on arrive à développer des traitements à durée fixe au lieu de durée continue, euh, ça pourrait être majeur pour la qualité de vie des malades. Ce d'autant plus que la file active dans nos hôpitaux de jour ne fait qu'augmenter. Un petit mot, Bounoir, des solutions pour résoudre cette problématique, je dirais, de file active qui ne fait qu'augmenter. J'ai pas de réponse toute préparée, mais on compte sur notre professeur et notre équipe médicale, notre pharmacien, justement, pour lutter à ce qui est, et prévenir et lutter justement à ce qu'il y ait de moins en moins de patients qui soient ou tout au moins à guérir au maximum de patients comme on l'a déjà fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, bah, vous voyez, c'est pour ça qu'il est cadre, hein, il fait du politiquement correct, il renvoie la balle, il se dit autant qu'il développe des traitements à durée fixe. Voilà, on arrive un peu à la fin de cette émission. Alors, pour les 3 minutes qui nous restent, euh, un- ce que vous avez envie de dire, un petit mot pour la fin, parce que c'est notre première émission en langue française. J'ai le sentiment quand même qu'on va recommencer, parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Je sais pas, pour conclure, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Sabine, un petit mot, Gina, Stéphanie, tous? Moi, je voudrais quand même signaler, même si c'est hyper prometteur, c'est hyper magique, c'est un peu, même si on est là un petit peu à leur distiller des petites paillettes pour les éliminer, on va dire, l'avenir, il n'en est pas moins que nous avons deux problématiques, hein, les patients un peu plus âgés où on sera de plus en plus vieillissant, donc avec des problématiques beaucoup plus à s'occuper, et également des populations enfin, qui deviennent de plus en enfin, qui développent la maladie de jeunes, donc en pleine activité. Et il est vrai on fait des beaux trucs au niveau médical et j'espère qu'on ne va pas les détruire socialement et professionnellement, en fait. Qu'ils aient toujours Non, cette petite magie qui continue avec eux et qui continuera avec nous ce voyage. non, c'est très important ce que vous dites parce qu'effectivement, on voit bien, on soigne des malades de plus en plus âgés qui ont des comorbidités, donc il y a une certaine lourdeur de la prise en charge. Mais de l'autre côté, vous soulignez l'importance de maintenir l'intégration sociale, professionnelle, familiale des malades. Stéphanie, un mot? Oui, c'est vraiment ça. S'il y a encore du travail à faire, c'est à ce niveau-là, essayer d'arriver à faire concilier
toutes ces différentes, ces différents côtés et qui sont tellement importants pour le patient, hein. Voilà, c'est vraiment ça. Gina, vous êtes sur la même ligne? Oui, je pense que l'essentiel a été dit. Moi, je dis souvent, il n'y a pas une maladie, mais des malades. Et je pense que là, avec tout cet essor thérapeutique et aussi avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, pourquoi pas arriver à un moment donné peut-être à une médecine un peu plus personnalisée? Pourquoi pas? Je finirai sur un dernier mot qui me tient vraiment à cœur, puisque c'est peut-être mon dada, je ne sais pas, mais il faut vraiment, vraiment pas oublier la dimension humaine. Et ça, tous les malades nous le redisent parce que on a au quotidien, les filles, elles vont pas me contredire, je veux dire, on a au quotidien des retours de patients qui nous disent qu'ils sont très contents d'être suivis chez nous dans ce service d'hématologie, mais aussi qu'il y a l'accompagnement. Et ça, j'insiste vraiment parce que les deux vont ensemble. Et je pense que le fait d'être soutenu, d'être accompagné, je pense que ça fait aussi partie de ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Et ça leur permet aussi de continuer aussi dans leur parcours. Et j'en suis entièrement convaincue. Alors ça, pour le démontrer, je ne saurais pas le faire, mais j'en suis convaincue parce que faut toujours écouter la parole des patients. Bah écoutez, c'est fantastique. Je ne pouvais pas espérer une meilleure conclusion. Vraiment, tout est dit. Je tiens à vous remercier encore, Monsieur Ahmed, Madame Ponce, Madame Bonin, Madame Martins, Madame De Villers. Cette émission a été remarquable et c'est promis, on en aura d'autres. Je vous remercie à tous pour votre fidélité ce soir, votre loyauté à toutes nos émissions, à toutes nos activités éducationnelles. Donc, où que vous soyez, portez-vous bien. Prenez soin de vous et à bientôt.